The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs. Eh bien, on se retrouve à nouveau en compagnie de l'exceptionnel, l'extraordinaire, le merveilleux Dédé Chute. Salut Dédé. Salut Paul Gara, mais pas tellement de qualificatifs. Attends, hein, je vais prendre la grosse tête sinon. Bah écoute, tu peux. Je pense que t'as le droit, c'est fondé. Il faut prendre des compliments quand ils viennent. Bah je les prends là. Ouais. Après, tu verras quand je te ferai des reproches. Ouais. Bah oui. Quand on en sera là dans notre relation, hein, ce sera un peu plus tard. Quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est c'est la deuxième fois qu'on se retrouve, peut-être à la fin de la saison, qui sait. Voilà. Tu sais, ça finira comme ce film horrible avec Simone Signoret et je sais plus quel acteur où il se déteste et le chat, je crois, ou un truc comme ça, il s'envoie des saloperies à la gueule tout le temps. Remarque, peut-être ça ferait du buzz, hein, je ne sais pas. Bah ouais. C'est un concept, c'est un podcast où les gens s'insultent. On se balancera des dés de 4. Bah, c'est les plus pointus, tu vois. Oui. Avec la pointe qui t'arrive pile dans la joue, là, dans le gras de la joue, c'est bien ça. Bon, si on se retrouve, alors vous l'avez compris, c'est pour parler de jeux de rôle, puisque c'est notre petit moment, on peut dire mensuel, parce que là on va arriver à faire un épisode consacré aux jeux de rôle par mois, donc ça c'est cool. Et on va tout d'abord parler un peu de notre actualité, parce moi j'ai eu la flemme de faire l'actualité en général, donc je me suis dit je vais me concentrer sur notre actualité à nous, rôlistique, et ensuite on va parler, on va faire un retour sur un jeu auquel nous avions joué ensemble pour la première fois l'année dernière, il y a quasiment 1 an, et on en a refait une partie hier soir, et on s'est dit que c'était l'occasion de revenir dessus, c'est Alice is Missing, voilà, qu'on a décidé de classer dans le jeu de rôle, parce que nous on est comme ça. On est un peu dingue. Ou on est vachement influencé par BGG, qui sait. Alors, tout d'abord, on va parler un peu de notre actualité rôlistique. Dédé, dis-moi ce que toi, tu as joué, lu, reçu. Vas-y. Alors moi, j'ai terminé de lire Cthulhu Confidential. Ouais. On en reparlera un petit peu quand on aura joué. Là, j'ai notamment une partie avec toi et une partie avec un autre joueur qui sont en préparation. Donc j'ai lu les scénarios. Je suis prêt. Maintenant, il faut se lancer quoi. Ça te paraît en termes de règles, c'est lourd. Enfin, c'est pas trop lourd comme système. C'est ce qu'on disait. Hein, c'est plutôt non, c'est plutôt axé, léger. Narration. Voilà, c'est plutôt léger, axé narration et enquête. Et c'est, alors, comparé à Alice is Missing dont on reparlera, c'est vraiment plutôt de l'enquête où on est assez cadré, et mais il y a quand même des embranchements. Enfin, ils font ça pas mal avec un tableau où tu peux voir ils ont mis toutes les scènes qu'ils ont préparées et toutes les embranchements pour y arriver. Donc, dans un tableau récapitulatif au début, ce qui est assez... qui est une bonne aide de jeu pour suivre où on en est quoi. Ok. Voilà, mais on en reparlera dans une des prochaines dans un de nos prochains débriefs quoi. Tu as aussi reçu un jeu de rôle solo. Oui, alors là anecdote, allez, parce que je sais que t'aimes bien ça les anecdotes. Oui. Je t'avais parlé en off la dernière fois que je voulais acheter Bûcheron et Loup-garou. Déjà tout un programme. Ouais, un programme assez hypant. Ouais, c'est ça. Du coup, je suis allé dans ma boutique locale et malheureusement, il n'en avait plus en stock. Alors du coup, j'ai feuilleté les autres bouquins de jeux de rôle, hein, vu que j'étais là. Et du coup, donc t'as acheté quand même quelque chose. Et du coup, je suis reparti, pour pas revenir bredouille, tu vois, comme. Bah non. Bah non. Sinon, c'est dommage de s'être déplacé pour rien. Bah quand oui, même. c'est ça. Alors j'ai acheté 2 choses. J'ai acheté l'extension de Sea Salt and Paper. Ouais. C'est pas jeu de rôle, mais c'est quand même très bien. Pas du tout. Mais je vous le conseille. Et j'ai aussi acheté le jeu Colost, ouais. Un jeu de rôle solo. Donc je me suis Alors, dit... est-ce qu'on dit Colost ou Colossal ou comment ça... Bah je ne sais pas comment. C'est Colslow peut-être. Donc si vous avez des tips pour la prononciation, on les... Alors, en fait c'est un mélange entre castle, tu vois, du château, yes. et du colosse, parce qu'il y a des dans le lore, dans l'histoire, il y a des gros
des beffrois qui se déplacent et qu'on peut combattre. Donc, D'accord. je pense que c'est un mélange entre Colosse et Castle. Donc ce serait Colossal alors. Ouais, Colossal. Mais moi, ma prononciation Ouais, de l'anglais, c'est pas tout à fait ça. Bah c'est à l'alsacienne donc. Voilà, c'est ça. On perd en accent. Donc c'est un jeu de rôle solo, ouais. Voilà, jeu de rôle solo. Pareil, on en reparlera. Je crois que toi aussi, t'en as eu un, non? Ouais, tout à fait. Moi, je l'ai pas acheté, enfin, je l'ai acheté, mais c'est en téléchargement sur itchy.io. Un jeu de rôle solo. Alors, on peut le jouer à plus, enfin, à deux, hein, y a pas de souci, mais plutôt destiné à être solo, qui s'appelle Precious Little Animal. Tu vois ma prononciation? Ah oui, on tout donné, là. on se challenge sur l'anglais, hein, je vois. C'est un jeu en fait d'Alex Roberts. Donc Alex Roberts, c'est une game designeuse canadienne qui est l'autrice de très connue Pour la Reine en France, qui a été édité par Brajlon. Donc c'est elle qui a créé la gamme un peu For the Story. Et puis elle est aussi l'autrice d'un jeu qui est assez connu qui s'appelle Starcrossed, qui est un jeu de rôle pour 2 joueurs, 2 joueuses, où on joue un couple en utilisant en fait la fameuse tour de Jenga qui avait été utilisée dans Dread, qui lui était un jeu d'horreur. Donc elle est assez connue, Alex Roberts. C'est toujours des propositions un peu différentes, hein, c'est pas du jeu de rôle traditionnel. Et dans Precious Little Animal, en fait, ça va jouer en 7 jours. C'est un jeu d'écriture de journal qui est vraiment axé sur le fait de chaque jour trouver 3 choses positives de notre journée. Et ensuite, on a un personnage et un petit animal imaginaire qui est un peu notre alter ego, et on va raconter ces choses positives en les adaptant à son univers à lui, quoi. Okay. C'est vraiment un jeu feel good qui se base sur l'idée, voilà, de mettre en lumière les choses positives, et bien évidemment, on va le faire pendant 7 jours, mais on peut le continuer à l'infini en réalité. C'est comme une sorte de journal intime qu'on voudrait vraiment positif, qui donne le moral, qui nous montre qu'on a des choses positives dans notre vie. Alors j'ai envie de te dire qu'actuellement on a tous besoin de choses positives dans notre vie. On n'est pas trop aidé par le contexte global du monde dans lequel on évolue. Donc voilà, je vais faire ça, et puis je pense qu'effectivement on a aussi Chronique d'un vampire millénaire, moi que j'ai acheté, que j'espère faire, et je me dis que ce sera l'occasion effectivement qu'on reparle un peu des JDR solo à l'occasion, de façon plus thématique sur nos expériences, quoi. Et ensuite t'as aussi commandé un autre jeu de rôle. Oui, j'ai commandé un jeu de rôle Donjons et Chatons, mais celui-là il est encore en livraison pour le moment, donc pas de retour là-dessus pour le moment, mais bientôt. Dans un des prochains. Mais il y a des chats, quoi. Mais voilà, il y a des chats, il y a des donjons. Ça a l'air tout mignon. Ah, c'est cool. Oui, c'est très très joli, hein. Franchement, pour avoir vu l'ouvrage, bon, je l'ai pas lu non plus. C'est super joli, très coloré. Ça a l'air très chouette. Ouais. Et toi, t'as reçu des trucs? Moi, j'ai reçu Route, le jeu de rôle en VF, pardon. Je sais que ceux qui l'avaient pris en VO l'avaient déjà reçu. Et donc là, c'est pareil, hein, je l'ai reçu cette semaine, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Je sais juste que c'est un système PBTA, donc Powered by the Apocalypse, c'est-à-dire un système qui est plus narratif que les jeux de rôle à la Donjons et Dragons ou Appel de Cthulhu. Voilà, on en avait déjà parlé un peu dans d'autres émissions, dans d'autres lieux du PBTA. Donc ça aussi ça a l'air super cool. Après il faut aimer l'univers de Route, hein. Route, c'est un jeu de société à la base de Cole Wehrle où il y a 4 factions qui en fait on incarne des factions qui ont des façons de jouer asymétriques, en fait, qui ont des gameplays asymétriques, chaque faction se battant un peu pour survivre au milieu d'une forêt avec des clairières et garder en fait un peu la main mise sur la clairière. Que j'ai pas encore vu ce qu'on pouvait jouer, mais déjà il y a des taupes sur la couverture, et ça, mes enfants étaient déjà conquis par les taupes parce que j'ai des enfants qui sont fans de taupes. Voilà. Je pense les seuls enfants au monde fans de taupes, je ne sais pas. Parce qu'ils font pas de jardinage, hein, qui viennent pas leur bouffer leurs carottes. Ouais, voilà, ça doit être pour ça. Non, ils adorent les taupes, et évidemment chez moi il est interdit d'empêcher les taupes de faire leur trou.
Les taupes, c'est sacré. Donc, c'est pareil, j'espère pouvoir y jouer. Alors, je pense pas tout de suite, parce que j'ai pas mal de parties d'autres jeux programmés, mais ouais, je pense que ça peut être super intéressant à jouer. Et j'ai hâte de voir les mises en... Enfin, les settings qu'ils proposent, en fait, dans le jeu, quoi. Ouais. Parce que de ce que j'avais compris, c'était assez... à chaque fois, ça commence avec des moments un peu de clash, en fait. On est toujours dans des situations un peu soit conflictuelles, soit explosives. On va toujours être dans ce genre de situation. Ok. C'est le tour. Moi, j'ai pas trop joué, à part mes jeux de rôle récurrents, mes parties récurrentes, donc j'ai pas fait tester moi-même en tant que joueuse des nouveautés. Mais on a joué hier soir. Oui, mais nous avons joué hier soir et ça va être l'objet de la discussion suivante. Que il y a un an, donc on le disait, on a joué pour la première fois ensemble à Alice is Missing. À Alice is Missing, j'ai un peu de mal à le dire, tu vois. Et on a rejoué hier avec donc tous les deux avec 3 personnes qui n'avaient jamais joué, Oui. qui découvraient le jeu pour la première fois. Et l'idée, c'était un peu de se dire... on en a fait d'autres parties entre-temps, hein, bien sûr. Moi, ça faisait un bout de temps que j'avais pas joué, ça faisait bien 7-8 mois. Et l'idée, c'était un peu de voir notre retour, parce qu'on avait été assez enthousiastes l'année dernière, hein, quand on avait fait la première partie. Donc l'idée, c'était un peu de faire voir aujourd'hui où on en était, de revenir sur le jeu avec qui a quand même eu beaucoup de succès, des prix, en France notamment, enfin qui a été sélectionné pour des prix, et faire un petit peu le retour, quoi. Ouais. Alors déjà, pour commencer, est-ce que toi, la partie d'hier, elle t'a autant plu que la première ? Alors, je dirais un peu moins, mais c'est plus... Enfin, c'est... Parce que la première, t'as toujours la découverte, et dans la partie d'hier, en plus, je faisais un peu... le MJ entre guillemets, parce que il y a pas de MJ, mais comme c'est à distance, je faisais celui qui distribuait les cartes toutes les 10 minutes, et ça rajoute un peu de stress. Il y a des moments où où on n'est pas, où ça nous sort un peu du jeu, du jeu, de dire ah tiens, faut que je prépare les cartes, faut que je prépare de l'envoyer. Est-ce qu'il a bien reçu les cartes? Est-ce qu'il est en train de réfléchir à quoi mettre donc c'est un peu, mais sinon l'ambiance est toujours là quand t'es en train de lire et d'écrire. Il y a toujours l'ambiance est toujours là, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi que pour avoir fait la modératrice aussi, là hier on s'était partagé un peu le boulot, je t'avais laissé j'avoue le travail le plus dur. Moi j'avais fait la création du background, en fait de dire voilà on va faire ça, etc., de prendre les notes pour ça. C'est vrai que quand tu fais la modératrice, c'est que tu dois penser au timer pour donner les cartes et surtout t'assurer que, comme tu le dis, que les joueurs et joueuses ont bien lu les cartes et ont bien compris ce qu'ils devaient en faire, qui est toujours un petit appréhension parce que si on le zappe, ça peut être, selon les cas, ça peut être plus ou moins en kikinant pour le reste de la partie. C'est vrai que ça te crée une pression supplémentaire qui t'empêche je trouve, de profiter du jeu avec autant d'intensité que quand tu es simple joueur ou joueuse, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je me disais ce matin en cherchant le pain que je testerais bien quand même la version tous dans la même salle pour voir, parce que je pense que tu dois avoir des dynamiques un peu différentes que à distance. Après t'as moins, je pense, le suspense, parce que tu vois quelqu'un prendre une carte et du coup ensuite, paf, tu t'attends à quelque chose. Tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose, quoi. Et donc, il y a peut-être ça qui est que tu perds un peu de la surprise de machin qui te sort quelque chose. Mais sinon, je pense que ça doit être ça doit être une autre. Tout le monde peut être un peu plus zen, quoi. Ouais. Alors, pour rappel, dans Alice is Missing, en fait, on va incarner un groupe d'adolescents d'environ 16 ans, c'est à peu près les âges moyens des personnages, qui vont, en fait, dont une amie dont on est tous proches, Alice, a disparu depuis 3 jours. On va en réalité interagir entre nous uniquement par message écrit, donc soit par téléphone, SMS, WhatsApp, ce que vous voulez, ou si on est par ordinateur via un serveur Discord avec des channels, un channel collectif et puis éventuellement des channels en bilatéraux pour pouvoir échanger en 1v1. Et on va, je dis enquêter avec des guillemets, ce qui est toujours très podcastique, mais parce que en réalité, on fait plutôt des suppositions où on retrace ce qui s'est passé dans les jours qui ont précédé sa disparition ou depuis sa disparition.
ce n'est pas une enquête au sens d'un jeu d'enquête comme, je sais pas, Sherlock Holmes Détective Conseil, Suspect, Détective Modern Board Game. Il n'y a pas non mais Oui. ouais, il n'y a pas une enquête au sens propre. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir des indices impératifs à trouver, des gens à interroger et une résolution qui est écrite à l'avance. Bah à la base, au départ, c'est un peu de l'enquête à la loup-garou de tierce-lieu. Hein. Tu Oui. dis, voilà, tu balances des trucs. Oui. T'as n'importe qui, Voilà. il fait un bon suspect, quoi, en fait. C'est ça. Voilà. C'est un jeu donc qui a été designé par Spencer Stark. La version d'origine, elle date de 2020, édité par Hunters Entertainment, et c'est Origame qui a fait la localisation en français. Le jeu avait fait l'objet d'un financement participatif et avait levé 138 000 dollars au moment où il avait été proposé en financement. C'est un jeu qui a eu énormément de succès. Il a été nommé aux Emmy Awards 2021 et il a obtenu le prix du meilleur jeu, des meilleures règles et du Product of the Year, donc produit de l'année. Enfin, voilà, je ne sais pas trop comment on le traduirait et quelle est la différence exacte avec meilleur jeu. J'avoue que je me suis pas penchée sur la question. Et on sait aussi que le jeu va être adapté en film par la Paramount. Et c'est vrai que ça s'y prête beaucoup, hein, Oui, parce que bah, c'est très cinématographique ou plutôt série télé-ique, enfin je sais pas comment le dire, mais ça se prête très bien à une ambiance effectivement de cinéma ou de série télé. Bah, je pense que ça en est un peu inspiré, je pense. Ouais, bah clairement, il y a des grosses influences quand on joue. Ça se passe dans le nord de la Californie, on peut pas s'empêcher avec des forêts, on peut pas s'empêcher de penser à Twin Peaks, quand même, bien sûr, avec une disparition. Donc dans Twin Peaks, c'est un meurtre d'une adolescente, donc voilà, on retrouve des choses communes. On pense aussi à Life is Strange dans les influences, enfin beaucoup de. Il y a aussi Oxenfree, je crois, dans les influences qui sont citées par l'auteur. En France, il a été nommé dans la catégorie initiée pour l'As d'Or 2023. Il ne l'a pas obtenu puisque c'est Challengers qui avait gagné. Et il a également eu un prix spécial remis par le groupement des boutiques ludiques en 2023 au titre de la qualité de ses règles. Alors là-dessus, je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard. Donc ça, c'est un peu pour... voilà, c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. Je pense qu'il a énormément fonctionné et... on va le dire, hein, mais c'est un jeu de rôle, on reviendra dessus aussi pourquoi après, qui je pense a dépassé largement les frontières des milieux de rôlistes, clairement. Oui. Bah, de par son succès, je pense. Alors Spencer Stark, pour retracer un peu de qui il s'agit, en fait c'est donc un game designer américain, il est l'auteur de jeux comme Kids on Broom, donc je pense que c'est l'adaptation magique de Kids on Bike, dans lequel on jouait déjà des ados qui chevauchent leur vélo pour... Alors moi, j'ai pas joué à Kids on Bike, mais qui chevauchent leur vélo, je pense avec une ambiance qui a l'air d'être un peu axée Goonies ou enfin ce genre d'imaginaire. C'est également l'auteur d'Icarus. Et si j'ai bien suivi sa bio, il est en fait diplômé en cinéma à la base. Et il devait plutôt travailler dans ce secteur. Et je pense clairement que ça a une incidence sur ses créations parce qu'en tout cas, on le disait, hein, Alice is Missing, c'est très cinématographique dans la façon dont c'est présenté et on le visualise très bien en tant que, on le disait, que film ou série, quoi. Ouais. Depuis 2021, Spencer Stark, il travaille pour Darrington Press et il est producteur au sein de Critical Role. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Critical Role, mais c'est un format, c'est une chaîne d'actual play qui est très 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 connue aux États-Unis, qui a énormément de succès, qui est vraiment, enfin je pense qu'il est quasiment c'est des professionnels, voilà. Et depuis quelque temps, il propose un jeu en actual play qui s'appelle Candela Obscura, dont Spencer Stark est le game designer. Et Candela Obscura, ça a l'air assez fou. C'est une ambiance un peu victorienne, mais avec du fantastique dedans. Donc ça a l'air, franchement, ça a l'air super cool, quoi. Les images, je vous encourage. Je mettrai le lien pour l'actual play pour que vous alliez voir. Franchement, ça a l'air super chouette, quoi. Ouais, Critical Role, c'est des comédiens professionnels du coup qui jouent à Donjons et Dragons. Donc voilà, c'est quand ils savent ils savent tenir un rôle, quoi. Oui, au niveau roleplay, ils sont très bons, quoi. Le premier point qu'on voulait discuter ensemble, c'était de savoir est-ce que Alice is Missing est un jeu de société ou un jeu de rôle? Parce que c'est vrai que Spencer Stark, on l'a dit, c'est un game designer de jeux de rôle, c'est plutôt dans ces secteurs qu'il évolue.
Mais c'est vrai qu'Alice is Missing est sorti, par exemple en France, plutôt sous l'étiquette jeu de société. Et il a été d'ailleurs nommé pour l'As d'Or qui récompense les jeux de société et pas les jeux de rôle. Et d'ailleurs, sur BGG, il ne figure pas dans BGG, il figure dans la page RPG, je sais plus quoi, là, Geek, qui est la partie de BGG consacrée aux jeux de rôle. Toi, t'en penses quoi En fait, son format marketing, donc d'une boîte avec des cartes dedans, pourrait faire penser à un jeu de société, parce que voilà, on a une boîte, on a des cartes, donc on peut se dire, est-ce que ce serait pas un jeu de société narratif? Mais au final, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on incarne un rôle, on crée une fiction. Donc même si la fiction est un peu pas scriptée mais guidée par les cartes, on fait bien que incarner un rôle et raconter une histoire. Donc c'est pour moi c'est du jeu de rôle qu'on fait dans ce jeu-là. Il y a pas de alors voilà, c'est en fait le truc marketing de dire que d'habitude dans l'imaginaire des gens qui jouent à des jeux de société, le rayon jeu de rôle, c'est les livres, les gros livres épais, couverture cartonnée épaisse qui sont là-bas avec des dragons dessus, tu vois. Et là, moi j'achète pas ça, moi je fais pas du jeu de rôle, j'ai pas une grosse couverture, un gros livre à lire. J'achète juste une boîte avec des cartes, donc c'est ça qui peut peut-être faire qui est un peu l'ambiguïté du truc, quoi. C'est on fait du jeu de rôle en fait avec du matériel de jeu de société. C'est ça que... Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas au sens quand on pense aux jeux de rôle classiques, on n'a pas de MJ en tant que tel, on a un modérateur, modératrice, mais qui joue également, qui est un joueur ou joueuse comme les autres et qui incarne un personnage comme les autres. Ouais. Mais on sait qu'il y a beaucoup de systèmes de jeux de rôle qui aujourd'hui se sont détachés du rôle de la fonction du MJ et aussi d'utilisation un peu symbolique des dés et qui proposent autre chose. On en avait parlé, les systèmes comme le belonging outside belonging, où là on va avoir effectivement où c'est beaucoup plus libre et il n'y a pas forcément, on peut utiliser des cartes, on peut utiliser autre chose pour résoudre les événements. Là c'est vrai que dans Alice is Missing il n'y a pas vraiment de résolution en tant que telle de compétences, de jets ou de choses comme ça, quoi. Après on pourrait se demander si Alice is Missing, qu'est-ce qui le différencie d'un jeu d'improvisation, parce qu'il y a aussi des jeux de société qui sont des jeux d'improvisation. Oui, genre Il était une fois de Big ID ou des choses comme ça où il faut... Ouais, ce qu'on appelle les jeux de storytelling un petit peu. Oui. Moi j'avais essayé de faire un peu une sorte de classification. Et je me disais que, par exemple, l'absence de scoring, c'est caractéristique de la pure improvisation. Donc là, on peut faire complètement l'improvisation. Ce que j'appelle l'improvisation, c'est complètement libre, en fait, comme du théâtre d'impro. Et il n'y en a pas non plus dans le jeu de rôle. Dans Alice is Missing, il n'y a pas de scoring, donc ça pourrait le faire pencher du côté plus du jeu de rôle. Il faut qu'il y ait il y a quand même un système de jeu et des règles. Donc ça, c'est qui est le cas. Donc ça nous rapproche plutôt du jeu de société, de jeu de storytelling et aussi du jeu de rôle. Mais en revanche, dans l'improvisation ou dans le jeu de storytelling, tu n'as pas d'incarnation d'un personnage construit. Or, dans Alice is Missing, tu as quand même l'incarnation d'un personnage construit. Donc certes, on va le construire beaucoup ensemble, mais le personnage est quand même construit. On lui crée un background, on lui crée des relations avec le personnage d'Alice, on lui crée des relations entre les personnages entre eux. Ouais. De fait, je pense que la construction du personnage, elle est quand même beaucoup plus marquée que dans le jeu de storytelling ou l'improvisation du théâtre d'impro, quoi. Oui, en fait, dans les jeux de storytelling, on n'a pas vraiment de personnages, alors que là, il a quand même une couleur, on sait, ça se rapproche d'un personnage de jeu de rôle. On a des liens avec avec les autres personnages, on a des motivations, même si elles restent assez larges et indicatives dans le jeu, c'est pas le plus important, mais c'est il y a des lignes directrices qui sont censées te cadrer et t'aider à jouer, quoi. Te permettre aussi de co-créer avec les autres plus facilement, parce qu'en fait en ayant des lignes directrices, comme tu dis, ça permet que tout le monde ait le même niveau d'information sur tous les personnages, et ça permet de mieux imbriquer tout ce qu'on va créer ensemble, finalement.
Je me suis posé aussi la question de savoir, c'est parce que c'est vrai qu'Origames, ils font pas de jeux de rôle. C'est pas un éditeur de jeux de rôle. Oui. Ou alors, j'ai pas bien vu, mais j'ai pas l'impression qu'ils avaient édité du jeu de rôle avant. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a il est peut-être passé plus pour un jeu de société, parce qu'il a été localisé par un éditeur qui est plutôt axé jeu de société en général, quoi. Oui. Alors qu'aux États-Unis, Hunter Entertainment, ils sont vraiment spécialisés dans le jeu de rôle. Oui, ouais, donc ils ont plus déjà l'étiquette jeu de rôle, quoi. Et ça va nous permettre aussi d'aller sur le deuxième point, c'est Alice is Missing est-il un jeu d'enquête? Parce que sur la boîte française, le jeu est présenté de mémoire comme un jeu d'enquête. Je sais plus comment ils le disent, mais c'est quand même présent sur la boîte française, et je crois que sur la boîte américaine, ça ne l'est pas. Ce n'est pas précisé. Oui. Est-ce que pour toi, c'est un jeu d'enquête? D'un côté, on mène une enquête, mais est-ce que c'est le but, je dirais, enfin, dans un jeu d'enquête comme on peut l'entendre, il va falloir l'enquête, elle s'appuie sur quelque chose, quoi. Là, c'est vraiment, ça s'appuie sur rien. C'est comme je disais, c'est de l'enquête loup-garou de tierce lieu. Est-ce que machin il a bougé? Et il me regarde bizarrement. C'est pareil. C'est on a 5 suspects au départ. Oui, voilà, on a établi dans le background que machin il est bizarre parce que ceci. Bah oui, pourquoi ce serait pas lui, quoi? Mais il y a pas plus au départ. Alors au départ il y a pas plus que ça. Après, est-ce que non, c'est vraiment il y a rien en fait. Le jeu il te donne pas, il t'indique pas plus ou moins, il t'oriente pas forcément plus dans un truc ou dans un autre pour un jeu d'enquête, quoi. C'est vraiment l'histoire qui va qu'on va nous se raconter, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'en fait, le cœur du jeu, l'enquête, c'est plus la thématique générale du jeu. Mais j'ai l'impression que ce qu'on y fait, c'est vraiment plutôt de la création de relations interpersonnelles. C'est ça. Et de développement de liens entre les personnages. Et finalement, l'enquête n'est là que pour nous donner un prétexte à discuter tous ensemble, finalement. Oui. En proposant une situation qui est un peu aussi critique, un peu violente, ce qui permet aussi d'exacerber les relations, de provoquer peut-être des tensions entre nous, ou des conflits, ou des oppositions. Et en fait, j'avais écouté, je pense toi aussi, un retour du podcast La Cellule sur le jeu qu'ils avaient fait au mois de juin. Oui, je l'ai écouté. Et où on sentait que c'était un des points vraiment pour eux qui mettait en avant, c'est que je pense qu'il y avait vraiment une déception sur cet aspect-là, en fait. Oui. Parce que je pense qu'ils étaient partis dans l'idée que ce serait une partie des joueurs avaient été partis dans l'idée que c'était vraiment un jeu d'enquête avec une résolution finale qui serait, entre guillemets, la même pour tous, pour tous les groupes. Or, ce n'est pas possible puisqu'on le redit, tout ce qui va se passer, c'est un tirage de cartes aléatoire. Donc, en réalité, à la fin, la résolution, elle se fait également de façon totalement aléatoire. Donc, il n'y a aucun moyen de la deviner ou de la déduire ou de l'anticiper. Ouais. On est bien obligé de subir le tirage aléatoire des cartes, quoi. Oui, parce que du coup, en fait, ce qui se passe en fait mécaniquement, je dirais, c'est que on va tirer 3 fois, il me semble 3 fois des suspects et 3 fois des lieux. En règle générale, je crois que c'est dans cet ordre-là environ. Et donc même ces indices-là qui vont apparaître donnés par le jeu, en fait, si on a 3 suspects différents qui interviennent dans le jeu, on sait que ce sera un de ces 3 qui va être le coupable mécaniquement, parce qu'à la fin on reprend que les personnages qui sont sortis pour éviter que ce soit un 4e personnage dont on n'a pas du tout parlé. Qui pop comme ça pour la cohérence, je pense, pour la cohérence du truc, que ce soit déjà un personnage dont on a parlé, mais les 2 autres, on en a parlé quand ils sont sortis, on en a parlé comme ils auraient pu être suspects, comme celui qui va finalement être suspect, enfin qui va être le coupable. Qui va être le coupable, mais, le responsable de la disparition. Voilà. Et en fait, voilà, il y a pas d'enquête, c'est juste on va broder autour de ces trucs, mais il y a à aucun moment on peut savoir lequel des 3 est plus il y a plus d'indices pour lui, quoi. Il
il y a aucun moment plus ou moins d'indices pour lui. C'est juste le tirage du carte à la fin de la partie qui va dire que bah voilà, c'est lui quoi. Oui, et je pense qu'en fait toutes les autres cartes qu'on va tirer qui ne seront pas utilisées pour la résolution finale, il faut un peu les voir comme des fausses pistes. C'est ça. Et aussi parce que tout le jeu repose sur les suppositions qu'on fait. Comment on va se servir des informations des cartes pour créer de l'histoire, créer de la narration. Et en fait, c'est un peu aussi parce que parce que les joueurs et joueuses se laissent entraîner par ce qui crée et on rebondit sur ce que les autres disent et on essaie de le refaire cadrer avec d'autres choses qu'on s'est dites pendant la construction de background. Donc c'est ça qui va créer finalement soit des indices, soit des suppositions, mais en réalité, on peut dire ce qu'on veut, rien ne se vérifie, on peut pas dire qu'il y en a une qui se vérifie plus que l'autre, puisque comme tu le dis, ce n'est qu'à la toute fin qu'on aura la résolution finale, quoi. Je pense vraiment qu'il faut, si tu abordes le jeu en te disant que tu vas faire une enquête comme un jeu d'enquête, un jeu de société d'enquête traditionnel, tu ne peux que être déçu puisque tu n'as pas du tout cet aspect-là. Ouais, ou même comme une murder, tu vois, même comme une murder party, parce que dans une murder party, chacun a quand même des informations qu'il doit donner ou pas, alors que là, les informations qu'on donne, c'est sorti de nulle part, quoi, de notre imagination. Oui, elles sont complètement créées au fil du récit, quoi. Je pense que ça, c'est important vraiment Je comprends que des personnes qui partent sur l'idée que c'est un jeu d'enquête soient déçues par le jeu, parce que c'est pas du tout la proposition. En revanche, pour moi, c'est vraiment pour ça qu'il s'inscrit vraiment dans les systèmes de belonging et outside belonging. C'est vraiment de la création de relations entre personnages. Et c'est plus que l'histoire, elle n'est que au service de la création de ces relations, quoi. C'est en ça que je trouve que le jeu est vraiment, est vraiment intéressant. Moi, je suis un peu comme toi, hein. Je trouve que de toute façon, la première partie, c'est la plus incroyable parce que c'est la découverte et qu'on ne sait pas forcément à quoi s'attendre avant de jouer. En tout cas, on ne peut pas imaginer de comment ça va se dérouler. Malgré tout, à chaque partie, j'ai eu cette petite tension quand la musique démarre, puisqu'il y a une bande-son qui est très immersive. Bon, certains la coupent parce qu'ils ont du mal, mais moi, je trouve que la bande-son, elle aide énormément à l'immersion. Et on a ce petit moment où on voit les noms, enfin, sur Discord, on le voit bien, le personnage de Charlie, c'est lui qui ouvre le bal. On voit qu'il est en train d'écrire et on sait que la partie va vraiment démarrer. Il y a toujours ce petit moment où c'est un peu comme quand on est dans des montagnes russes, tu sais qu'on monte la première, le démarrage et qu'on sait que progressivement on va basculer dans la première grande descente. Je trouve que ça fait vraiment cette impression-là. Et ensuite on est parti pour 90 minutes qui passent très vite. Moi je voulais te proposer qu'on revienne sur les grandes forces du jeu parce que le jeu reste vraiment puissant même après 5-6 parties. Je pense qu'une des grandes forces déjà c'est l'utilisation d'archétypes. Puisque tous les personnages qu'on va pouvoir incarner sont des archétypes, pas comme dans un jeu de rôle classique où on a les archétypes genre le paladin, le barde, le voleur, etc. Mais c'est plutôt en termes de type de sentiments. Ils sont archétypaux dans les sentiments qu'ils ressentent à l'égard du personnage principal, donc de Alice. Ouais, ils ont chacun un lien différent mais particulier. Voilà, c'est ça. On n'est pas juste tous des amis. Il y a toujours un petit truc en plus. Ouais, une relation privilégiée qui permet de beaucoup colorer le jeu, le récit. J'avais entendu des critiques qui disaient que c'était un peu, ça faisait très teen série, puisque c'est on a le petit ami ou la petite amie secrète, on a le grand frère, on a l'ami perdu de vue qui revient au bout d'un an, on a l'amoureux transi qui n'a pas de chance, etc. La meilleure amie. Mais je pense que c'est pas mal d'avoir ces archétypes parce que finalement on les connaît tous, on visualise très bien et de fait c'est plus facile de se les approprier avec un background qui est très léger parce que le background qu'on va créer, on le crée dans la première phase de jeu donc ça reste assez light et c'est parce que c'est des personnages assez archétypaux que on peut vraiment se les approprier très rapidement quoi. Et alors moi je sais que je l'écris toujours, j'ai du mal à savoir parce que je pense que si on a juste le prénom, on sait pas toujours. Moi, j'ai du mal à me dire Jack c'est qui de nouveau? Ah oui, c'est le frère. Donc je me note toujours parce que il y a dans la vraie vie, je me poserais pas la question de savoir qui est Jack. Tu vois, mais là dans le jeu, j'ai toujours noté quand je me note les liens que j'ai avec les gens et les informations.
je me renote pour avoir tout de suite sous l'œil alors oui qui c'est lui, et c'est vrai que du coup ça donne vraiment une couleur au personnage, quoi. Un autre aspect moi que je trouve fou dans le jeu, c'est surtout quand on joue à distance, on en avait déjà parlé, je crois que c'est la synchronicité. Ouais. Puisqu'en réalité, en tant que joueur ou joueuse, on se retrouve à faire exactement ce que nos personnages sont en train de faire. Ouais, alors, c'est-à-dire pour reparler envoyer des messages. Voilà. Alors pour reparler du podcast de la cellule, eux ils parlent de synesthésie, voilà, où on fait exactement ce que font le personnage, on ressent les mêmes choses que son personnage, et là c'est d'autant plus vrai que oui, on fait voilà, on envoie des messages, mon personnage envoie des messages, il fait pas vraiment d'action non plus, et moi non plus, et du coup c'est plus facile aussi de se sentir impliqué comme ça, comme le serait vraiment le personnage, quoi. Ça c'est oui, ça c'est vraiment ça qui, je pense, qui est une grande force du jeu. Ouais, donc en fait cet état crée une grande immersion parce que je trouve que du coup la frontière entre le joueur, la joueuse et le personnage est beaucoup plus fine. Ouais. Plus que dans un jeu de rôle classique où il y a toujours une distance un peu, et tu sais, on dit bah non mais là c'est méta. Mm-hmm. Là j'ai envie de dire il y a pas d'histoire de méta, en fait ça peut pas être méta. Ouais. Et comme en plus t'as ce flux de messages constant, t'as pas tellement le temps de penser autrement que comme ton personnage pense, ouais, en fait. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, t'as pas le temps de dire qu'est-ce que je vais faire là, alors attends, je vais lui mettre un coup de hache, ou bien je vais parer non, tu vois, t'es dans la bataille directement, tu te poses pas la question. Parce que je suis meilleure en dextérité qu'en force, ouais, alors je vais plutôt taper avec ça. Là, en fait, il y a un tel flot il y a un flux de messages tout le temps qui arrive, qui fait que de toute façon, tu passes ton temps à switcher d'un canal à un autre pour répondre, pour alimenter, et je pense que t'as aucun moment, t'es vraiment comme dans la vraie vie quand t'es en train de communiquer avec des gens à distance et que t'es hyper absorbé parce que tu veux aller vite, tu veux répondre, parce qu'il y a les messages s'entrecroisent, parce que parfois tu réponds à un autre message, en fait dans le timeline ça va répondre à un autre message, mais en fait tu voulais répondre à celui d'avant. Enfin il y a vraiment tout ça qui joue, et je pense que t'es complètement happé par ce dispositif, et que de fait ça crée une immersion qui est ultra puissante, quoi. Ouais. Comme il y a cette très forte immersion et que tu vas très vite, il faut aller très vite, en fait, t'arrives à avoir une cohérence globale de tout ce qui se raconte, alors que si tu prends les choses avec un focus, t'auras des grosses incohérences, mais on va mécaniquement, je pense, psychiquement, on va combler un peu tous les trous et gommer les incohérences pour en faire une histoire qui a un sens, quoi. Ouais, on va garder que les lignes qui au final seront gardées par même s'il y a trois petits chemins, il y en a un où tout le monde va s'engouffrer dedans, donc les deux autres on va les oublier au bout d'un quart d'heure qu'on a parlé de ça, quoi. Et c'est vrai que voilà, et après s'il y a une carte qui rappelle ça peut revenir dans le jeu, et ça passera. Mais oui, après c'est comme on est à distance aussi, la cohérence, oui, il y a du non dit aussi, on ne dit pas forcément tout, il y a peut-être des choses qu'on veut cacher, comme alors quand on est face à face, tu vois, quand on discute, on voit les réactions de l'autre, on voit les visages, que là tu ne l'as pas, donc tu dois déjà t'imaginer ça, et du coup tu peux aussi tu remplis automatiquement dans le récit, quoi. Tu dis ça, il m'a peut-être pas dit, mais c'est implicite que les parents sont séparés, donc ils sont divorcés, tu vois. On peut dire mais il y a pas tu vois, c'est une incohérence, peut-être ils sont pas vraiment divorcés, mais dans l'idée ça reste cohérent. Voilà, ça reste cohérent, quoi. Un autre point, donc ça je pense qu'on en a déjà pas mal parlé, c'est la création des relations interpersonnelles qui sont très très fortes, qui partent de choses assez légères en termes pas de thème, mais plutôt légères en termes de construction. C'est quelques mots, en fait, quelques mots de relations, et qui vont s'étoffer au fur et à mesure des 90 minutes de jeu. Moi je pense que c'est vraiment le cœur du jeu, il est là, et tout l'intérêt il est là, c'est sur ces interactions qu'on va avoir les uns avec les autres. Ouais.
Bah c'est vraiment, enfin comme on ne peut pas enquêter en fait, tout ce qu'on peut faire c'est discuter avec les autres et donc c'est là l'intérêt du truc, c'est on discute parce que enfin on va créer des liens pour essayer de garder espoir et se soutenir et c'est vraiment ça qui fait, parce qu'on va pas vraiment la chercher à part à la toute fin, mais on fait pas grand chose à part se soutenir les uns les autres, et ça c'est la création, voilà, ça crée des liens de passer cette épreuve quoi ensemble. Tout à fait, ouais. Du coup, d'ailleurs, sur la narration, en fait, l'épreuve, donc il y a ces fameuses cartes événements qui vont venir rythmer la partie. Moi, j'ai déjà eu plusieurs retours comme quoi, finalement, les événements, parfois, ils tombent un peu à plat, ou on n'a pas forcément envie de les explorer plus que ça. Je pense que malgré tout, c'est vrai que de temps en temps, ça vient un peu polluer le reste du récit commun. Mais je pense qu'elles sont importantes, elles doivent exister d'abord parce qu'il les faut pour la toute fin, et aussi parce que je pense qu'elles sont là pour éviter que les joueuses ne s'épuisent en fait pendant les 90 minutes. Oui, et ça permet de relancer le récit commun. Ouais, quoi. et de relancer sur autre chose. Alors, dans la partie d'hier soir, ça s'est pas forcément vu parce que il y avait des gens qui étaient déjà rôlistes ou qui savaient créer du contenu, mais j'ai fait des parties avec des gens qui n'étaient pas rôlistes du tout, et les cartes avaient une beaucoup plus grande importance à ce moment-là parce que voilà, ça relançait, les discussions étaient moins animées, ça allait plus doucement, et d'un coup ça accélère, les cartes permettent justement d'accélérer les conversations. On a un nouveau point sur lequel balancer des informations ou des suppositions, et ça relance pas mal le jeu pour certains groupes. Après voilà, si on a des groupes qui font beaucoup de choses, voilà, où il y a beaucoup de choses qui se racontent et de contenu qui est créé, en rajouter par-dessus à la suite, ça peut on a l'impression de se dire ah non je t'ai plus là, c'est bon, faut que j'assimile déjà toutes ces informations, là ça c'est le tsunami d'informations. Après, elles permettent aussi de présenter, enfin d'introduire les lieux et les suspects qu'on va remélanger pour la résolution finale. Donc en fait, elles sont aussi importantes. Faut qu'au moins elles soient évoquées dans la narration, même si on ne les développe pas forcément, pour que ça sorte pas effectivement de nulle part à toute fin. Quoi. Et en fait, une des dernières fois, je pense, c'est l'écrit. Ça peut paraître incroyable, mais je trouve que le roleplay est énormément facilité par l'écrit. Oui. Probablement aussi parce que, comme je le disais, il y a ce flux qui fait qu'on n'a pas le temps de penser méta, on n'a plus le temps de penser à soi en tant que joueuse, mais vraiment on pense comme son personnage. Moi, je pense que c'est quand même plus facile à l'écrit que dans en présentiel à l'oral, quoi. Oui, bah ça, je suis totalement d'accord aussi. Et c'est toujours plus simple d'être à l'écrit derrière un écran. Et puis même si dans le flow de la conversation principale avec tout le monde, il se passe beaucoup de choses, on peut quand même faire une aparté avec quelqu'un plus facilement que de chuchoter, tu vois, avec quelqu'un à côté. Tu vois tout de suite que il y a des messes basses qui se disent, alors que là, on peut faire des choses discrètement aussi en message privé, et parler à des gens, même si sur les 5 il y en a 3 qui sont à fond dans un truc, il y en a 2 qui peuvent s'isoler à côté, ça ne gêne personne, ils peuvent quand même suivre la discussion principale ou revenir dedans s'ils ont un truc, mais si ils se sentent pas sur ce qui est dit, ou voilà, ils trouvent pas de choses à rajouter, on peut passer en privé avec quelqu'un et augmenter la narration voilà, sur certains points à côté, quoi. Moi, je trouve que l'écrit, c'est vraiment la super surprise, parce que quand on te décrit le jeu et que tu n'y as pas joué, que tu ne sais pas en quoi ça consiste, tu te dis ok, on va jouer que en silence par écrit, t'as du mal à voir comment ça peut fonctionner, et en fait ça c'est hyper bluffant comme le dispositif fonctionne incroyablement bien, quoi. Le dernier point, c'est qu'on peut discuter, c'est tout ce qui est lié à l'inclusivité, la sécurité émotionnelle, la bienveillance,
qui sont très importantes dans le jeu, qui sont très mises en avant dans les règles et dans la phase préparatoire. Je pense que au cours de la partie, ça, en fait, on est dans le tumulte de ce qui se passe et peut-être qu'on y pense moins. Les règles du jeu ont été souvent primées, hein. Alors, moi, sur la partie règles en tant que telle, moi, je mets un bémol. Je trouve que, en tout cas, sur la version... je dis pas que c'était facile de le traduire ou que c'était facile à faire, mais je trouve que c'est pas toujours super clair. Oui. Pour l'avoir lu plusieurs fois. Il y a des passages qu'on retrouve dans 2 endroits différents. Oui, on c'est sait ça. plus du coup... Oui, ouais, non, mais parce qu'en fait, dans un premier... En fait, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont dans un premier temps, on t'explique les règles. Et ensuite, on te dit, ça c'est le manuel de la modératrice, c'est les étapes par lesquelles il faut passer. Et en fait, ces étapes-là reprennent les règles, mais les règles de la manière dont on va les expliquer aux autres joueuses, tu vois. Et du coup, c'est ce qui fait qu'à lire... on sait pas si on commence tout de suite on pourrait commencer tout de suite par le manuel, enfin le guide de la modératrice, voir ça nous donnerait déjà les grandes étapes. Après le truc c'est il y a des petits points en plus dans la règle. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de relire, même si on lit d'abord le guide de la modératrice, après on va se replonger dans les vraies règles pour voir comment piocher les cartes et tout ça, à quel moment et tout ça. C'est vrai qu'il y a c'est pas très clair, mais je comprends qu'ils aient voulu faire d'abord tu lis les règles, ça c'est pour toi quand t'es avant ta partie, tu lis les règles et tu t'arrêtes au moment où t'as guide de la modératrice, et après lors de la partie tu pars du guide de la modératrice et là tu lis le truc pour expliquer. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu. Mais ce qui fait qu'effectivement quand t'es modératrice, t'as l'impression que tu relis 2 fois la même chose et tu te dis mais c'est ça. Enfin, c'est plus... moi, j'ai trouvé que c'était un peu perturbant. En revanche, sur toute la partie inclusivité, sécurité émotionnelle, bienveillance, respect, pose des limites et des filtres, respect de l'autre, utilisation de la X-Card, j'ai trouvé que le jeu est un modèle, vraiment un modèle. Je trouve que c'est tout à fait normal qu'on qu'on peut récompenser les règles juste sur ce point. Parce que c'est particulièrement bien fait et particulièrement bien justifié. Alors, le thème de Alice is Missing s'y prête peut-être particulièrement, parce que on le voit tout de suite qu'on peut aborder des sujets très graves, très violents, très durs. Mais en réalité, ça peut être le cas dans beaucoup d'autres jeux qui ont des thèmes peut-être plus légers en apparence, mais qui, pour des raisons qu'on ignore, peuvent susciter chez les autres joueurs et joueuses des émotions difficiles à gérer. Ça, on n'est pas... c'est le principe de la X-Card, c'est qu'on peut pas préjuger de ce que les personnes en face de nous vont ressentir. Oui, on ne sait pas aussi sur de quoi on va parler. C'est ça aussi le truc, c'est qu'on est vraiment dans l'inconnu. Donc on peut dire, on veut pas parler de... alors, quand on sait que on va parler de la disparition d'une adolescente, on peut déjà voir quel thème on risque dont on risque de parler et qui peut être dérangeant, mais c'est vrai que ça peut déraper voilà sur un truc, si tout le monde se met voilà sur une idée et puis ça part et puis on peut arriver sur un dérapage, autant que ce soit un dérapage contrôlé que juste un dérapage qu'on puisse dire non stop. Je suis tout à fait, je suis d'accord avec toi. Vraiment, pour moi, c'est encore une fois, c'est ceux qui n'ont pas envie de le lire et que ça n'intéresse pas, ils peuvent ne pas le lire. Puis voilà. Et puis ça existe pour ceux qui en ont besoin. C'est le plus important. Ça n'enlève rien à personne dans le plaisir du jeu. Voilà. J'ai trouvé que par exemple dans la partie d'hier, où comme tu le disais, on a posé très peu de limites et filtres par rapport à d'autres parties que j'ai faites. Ouais. Je pense que ça dépend vraiment des groupes, ça dépend c'est très très variable en fait. Et je pense que personne n'aurait été gêné si en cours de partie quelqu'un avait dit ça je veux pas. Et est-ce que toi sur toutes tes parties, est-ce qu'à un moment donné une X-card est apparue? Non. Ouais, moi non plus sur mes parties. Donc après voilà, nous c'est peut-être qu'on a bien choisi nos joueurs joueuses. Peut-être. Ouais, je pense aussi que c'est un jeu auquel, que j'ai proposé avec à chaque fois des personnes que je pensais que le fonctionnement général intéresserait et qui seraient aussi réceptifs à cette idée de pas partir d'un truc sordide
parce qu'ils comprennent bien que c'est pas l'enjeu n'est pas l'enjeu n'est pas là. C'est pas un jugement de valeur de ma part, hein. Enfin, chacun fait son histoire comme il en a envie, mais je pense que toutes les personnes, elles étaient plus dans l'exploration, des relations, sans forcément rentrer dans des trucs plus hard, quoi. Donc non, moi je trouve que pour ça, effectivement, rien que pour cet aspect-là, les règles du jeu méritent d'être primées, il y a pas de souci. Ensuite, sur la façon dont ça fonctionne dans le livret, moi j'avoue que ça m'a perturbé le fait qu'il y ait ces deux parties, effectivement, comme tu le dis, joueuse générale et modératrice, parce que j'avais l'impression que du coup j'avais loupé des trucs dans la première partie en relisant la partie modératrice. Ouais. Mais ça c'est peut-être juste parce que c'est pas une écriture de règles à laquelle, en tant que joueuse de jeux de société, je suis habituée en fait. Ouais, ils auraient peut-être dû faire en fait deux livrets, de pas le mettre dans le même livret. Ouais. Mettre un livret à part, livre de règles, et un deuxième livret à côté qui dit livret de la modératrice à utiliser lors de la partie, tu vois. Moi, j'aurais peut-être fait ça comme ça pour que ce soit un peu plus clair, quoi. Oui, comme t'as un peu le manuel des joueurs, le manuel du MJ, quoi. Ouais, mais ça coûte 2 agrafes en plus, donc. Bah, forcément, aussi une couve en plus. Non, mais oui, voilà, c'est, voilà. Je sais pas s'il y a autre chose que tu veux dire sur le jeu. Bah non, mais en fait, c'est voilà, à chaque fois une histoire différente, et pourtant, il y a des mêmes cartes qui reviennent, mais qui sont, exploité différemment, donc c'est toujours une bonne expérience. Enfin, pour moi, ça a toujours été une bonne expérience. J'ai jamais eu, comme dit, j'ai jamais eu de. Après, voilà, j'ai aussi choisi mes groupes. C'est sûr que voilà, le fait qu'il y ait jamais eu de X-card dans nos parties, c'est qu'on a peut-être aussi choisi des groupes qui se passent bien. Si je me dis que, tu vois, s'il y a une X-card qui sort, c'est que vraiment, alors soit peut-être on n'a pas fait, quelqu'un n'a pas osé dire un filtre avant la partie et s'en rend compte là, ça peut arriver aussi, quoi, mais en règle générale, enfin mes parties ont pas dérivé de trop, quoi. Ça a toujours été resté. Ouais, pareil, tout à fait. Et moi, en conclusion, vraiment, je recommande à tout le monde, sauf si vous êtes vraiment hermétique au jeu où il y a de l'interprétation. Vraiment, je vous recommande l'expérience parce que c'est une expérience assez bluffante et qui, même si peut-être vous serez moins emballé que nous, moi, je pense que c'est vraiment un jeu auquel il faut jouer une fois dans sa vie parce que c'est un peu, enfin, ça reste une expérience, quoi. Oui. C'est plus qu'un jeu, c'est une expérience en réalité. Ou si vous voulez, vous initier un peu au jeu de rôle. Alors, je pense pas que ce soit la meilleure initiation, mais voilà, si vous avez essayé une fois une partie de Donjons et Dragons et que ça s'est mal passé parce que voilà, c'était un peu trop de taper sur des monstres. Vous aviez ras-le-bol de calculer si votre arc qui pouvait toucher le gobelin qui était à 6 mètres de fond de la pièce parce que vous aviez une portée de... C'est ça. Donc, et que vous voulez de redonner une chance au jeu de rôle, essayez Alice is Missing. Après, il faut quand même, c'est comme tout jeu de rôle aussi, il faut aussi savoir que voilà, on est parti pour 3 heures de partie minimum. Je crois que j'ai rarement fait en dessous de 3 heures, quoi. Oui, c'est 3 heures tout compris, hein. C'est-à-dire la création du background, la partie et le débrief. Voilà, parce qu'on dit 90 minutes, mais il y a au moins 90 minutes, normalement 1 heure, 90 minutes avant de mise en place, de mise en place de l'univers, je veux dire. Et après, voilà, un petit débrief voilà, pour savoir s'il n'y a pas eu de soucis ou de sujets si tout s'est bien passé, ouais, exactement. Et essayez d'y jouer peut-être avec quelqu'un qui fera le modérateur ou modératrice qui a déjà joué. Je pense que c'est un plus quand même pour être sûr que la partie se déroule bien. Enfin, je pense, en tout cas d'un point de vue de l'enchaînement des phases, c'est pas mal. Et moi, je trouve que c'est un jeu qui se transmet. C'est parce qu'on l'a énormément aimé qu'on a envie de faire jouer les autres. Et je le vois vraiment comme un jeu typique du jeu qu'on transmet, en fait. Ouais. On nous y fait jouer, on apprécie, et du coup, on a envie de le faire jouer, de faire profiter à d'autres le fait de le découvrir. Donc, je le vois vraiment comme ça, et ça, je trouve que c'est assez émouvant, quoi. Tu vois, ces jeux que tu as envie de transmettre. Ouais. Je trouve ça toujours assez puissant, quoi. Ouais. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a fait un beau tour sur Alice is Missing, ouais. Ben, écoute, Dédé, je te remercie beaucoup. C'était de très rien, cool. merci. Et puis, de toute façon, on se reparlera le mois prochain d'un nouveau sujet. Oui,
Je pense que ce sera les jeux de rôle solo, on peut peut-être le dévoiler. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Là, on l'a assez teasé. Tout le monde attend nos aventures en solo. Et on se réunira pour se narrer nos péripéties. Ouais. Eh ben écoute, merci encore à toi d'avoir participé à cette émission, d'avoir accompagné. De rien. Et puis à bientôt. Bon jeu de rôle à tous les auditeurs et auditrices, évidemment. Ouais. À bientôt. Ciao. Salut.